J'espère que vous allez bien, que votre pause s'est bien passée. Je vais vous proposer de faire un petit peu l'inverse et de commencer par un exercice que j'ai travaillé, retravaillé, qui est au départ un exercice de compassion. Et donc il a été retravaillé pour le rendre plus accessible, plus facile, au niveau émotionnel principalement. Je ne vous en dis pas plus. Je vous propose qu'on le fasse ensemble et puis expérimenter ce qu'il en ressort. Donc, je vais m'installer avec vous, si vous voulez bien. Et donc on va commencer par un exercice de visualisation, un exercice de compassion, dans lequel je vais tout simplement vous proposer de visualiser quelqu'un de souriant. Est-ce que vous êtes tous bien installés ? Donc maintenant, vous êtes bien entraînés, vous commencez à savoir prendre une posture confortable. Super. Voilà. Et donc on va commencer, avant de visualiser quelqu'un de souriant, on va se recentrer sur notre respiration ventrale, comme vous l'avez déjà fait précédemment. Je vous le propose à ma manière, mais vous le faites à la vôtre si vous en avez envie. Moi j'aime bien, c'est mettre les mains sur le ventre pour bien sentir mon ventre. Et tous ensemble, on va gonfler le ventre en inspirant. Voilà, très très bien. Et on expire doucement et profondément. Plusieurs fois. Un peu comme la petite araignée tout à l'heure, on peut redescendre dans le ventre. Avec un petit peu de musique, c'est sympa. On peut toujours laisser s'intégrer les sensations, les bruits, les lumières dans un exercice. Et revenir à cette sensation de mouvement, sentir votre main et observer que ce mouvement de la respiration, c'est un peu comme une vague qui se gonfle et qui s'étire sur le sable. On peut aussi laisser tomber un tout petit peu les épaules. Et pendant que vous gardez votre attention sur votre respiration, vous pouvez prendre conscience que chaque personne dans cette salle respire. La respiration, c'est quelque chose d'universel. Chaque être humain respire. Au-delà de toutes nos différences, de nos identités, nous avons tous en commun la respiration. Prenez conscience de cette respiration et de ce qu'elle a d'universel. Très très bien. Et vous pouvez maintenant, pour la deuxième partie de l'exercice, laisser venir l'image d'une personne bienveillante. Peut-être quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous imaginez. Mais c'est quelqu'un qui a votre bien-être à cœur. Quelqu'un d'amical. Ça peut même être un animal ou un symbole, comme un soleil, un arbre, un vieux sage, une personne de votre vie qui a
était bienveillante. Et vous prenez le temps d'observer son sourire. Regardez la forme de sa bouche. Remarquez si ses yeux sont plissés ou brillants. La forme de son visage. Observez également l'ambiance de l'endroit où vous êtes. Est-ce qu'il y a une ambiance sonore, une musique, peut-être une odeur, un parfum. Prenez le temps de regarder la distance entre vous et cette personne. Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle est proche de vous? Observez maintenant ce que vous ressentez à l'intérieur. Comment est votre visage? Peut-être remarquez-vous une sensation de chaleur ou de légèreté. Remarquez si vous vous sentez connecté à cette personne. Je vous laisse quelques instants. Si vous avez envie de parler avec cette personne, de faire un geste vers elle. Et tranquillement, à votre rythme, vous pouvez revenir à votre respiration pour terminer cet exercice et reprendre le cours de cette journée. Je vous laisse quelques instants, laisser reposer cet exercice. Si vous avez envie d'évoquer ce que vous avez ressenti, ou si vous avez des questions ou des remarques par rapport à cet exercice, on aura le temps à la fin d'écouter ce que vous avez à dire. Maintenant, avant de continuer, je voudrais qu'on se reconnecte à l'intention qui nous réunit aujourd'hui. Vous êtes venu ici pour peut-être découvrir la méditation ou pour l'explorer plus avant, si vous avez déjà des expériences de méditation. Ce qui m'a été proposé, c'est de définir la méditation et d'illustrer cette définition par mon expérience personnelle et par une réflexion théorique. Donc j'ai réfléchi à la façon dont je pourrais définir la méditation. Je pense que chaque personne qui en fait l'expérience, vous pourriez vous poser la question, qu'est-ce que vous avez vécu dans ces expériences de méditation que vous avez fait ce matin? Chaque personne pourrait avoir une définition propre. Alors est-ce que ça marche, ça? Non. C'est pas grave, je vais cliquer sur le... Ah, ce sera mieux allumé. Merci. Il y en a, je ne sais pas pourquoi, ça marche tout de suite quand ils approchent les boutons. Et donc je vous propose de définir la méditation comme
une façon d'entrer en relation. Entrer en relation d'abord avec notre respiration, c'est un petit peu l'ancrage à chaque fois de la méditation. C'est un petit peu comme revenir à la maison. La respiration, elle est toujours là, toujours avec nous. C'est quelque chose de solide sur lequel on peut compter. Mais on va également aller rencontrer nos sensations, notre paysage corporel intérieur. On parle parfois d'interoception également. À travers la méditation, on va entrer en relation avec nos pensées. On l'a vu juste avant, dans l'exercice sur les pensées, les ruminations. Et puis, progressivement, on va ouvrir c'est notre attention et on va entrer en relation avec le monde qui est autour de nous. On va percevoir des sensations, mais on va également entrer en relation avec les êtres qui nous entourent. Et on va ouvrir ce cercle de plus en plus, jusqu'à même aller entrer en relation avec ce qui dépasse nos perceptions. C'est une façon de définir la spiritualité, ce besoin qu'on a d'aller donner du sens à ce qui est au-delà de nos perceptions. Alors, peut-être certaines personnes vont se dire « Oh là là, on rentre dans la religion, ça devient sectaire, etc. » Mais si on prend du recul et qu'on définit les choses comme ça, on se rend compte que la science elle-même a toujours fait ce chemin d'aller au-delà de ce qu'on percevait. Donc la spiritualité peut tout à fait être perçue comme une démarche scientifique. Alors, pour essayer d'illustrer cette définition avec mon expérience personnelle, je me suis reconnectée avec des moments dans ma vie où je me suis sentie déconnectée. J'ai vraiment le sentiment que expérimenter la méditation que j'ai découvert à l'âge de 16 ans, ça a changé quelque chose par rapport à ce sentiment de déconnexion que j'avais avant de connaître la méditation. Et donc si je prends le temps de définir ce que j'ai pu traverser avant, ces moments de déconnexion, le souvenir le plus ancien que j'ai, c'est à l'âge de 5 ans. C'est une période où j'avais vraiment le sentiment de n'avoir une place nulle part, de ne pas avoir de place dans ma famille, de ne pas avoir de place à l'école. Et ce sentiment pouvait être parfois très fort, jusqu'au point de me faire douter d'avoir une filiation. J'avais souvent ces idées d'avoir été adoptée. Ça m'aidait à donner du sens à ce sentiment de vide que je pouvais ressentir. Dans mon histoire, un peu plus tôt, il y a quelque chose qui m'est raconté par ma mère, qui est à l'âge de 18 mois, le fait que ma mère a dû me changer de nourrice parce que ma sœur, un petit peu plus âgée, lui posait la question pourquoi je restais toute la journée sans bouger chez la nourrice. Alors c'est a posteriori un moment que je relis comme un moment de déconnexion. Également à l'âge de 15 ans, alors en travaillant sur ces questions de l'attention, de la connexion, la déconnexion, je suis retombée sur cette photo. Et à cette époque, à l'âge de 15 ans, j'ai aussi eu des moments de très intenses sentiments de vide, où j'avais à nouveau le sentiment d'avoir ma place nulle part, de ne pas avoir d'action signifiante dans ma vie, jusqu'à cette période où j'ai eu la chance de pouvoir partir aux États-Unis une année, et alors pas forcément par choix, mais plus parce que ça m'a été proposé. Et on voit dans cette photo que même s'il y a des moments où on est entouré de gens et d'affection et de chaleur, on peut tout à fait ne pas être connecté à tout ce qui est autour de nous. Et dans cette année aux États-Unis, alors j'ai d'abord découvert une deuxième famille auquel je me suis beaucoup attachée. Et j'ai aussi acheté comme ça dans des magasins de livres d'occasion, des bouquins sur la méditation et sur la compassion. Il y a un livre qui m'a beaucoup touchée, qui est un livre autobiographique d'une personne en fin de vie,
qui relate ce que la méditation et ce que la compassion a pu lui apporter au travers en particulier de ces derniers jours. C'est une personne qui était atteinte du sida. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'à travers cette méditation, il y a quelque chose que j'ai pu réexpérimenter, ce sentiment de connexion. En m'asseyant dans ma chambre et en pratiquant la méditation selon les livres, j'ai ressenti vraiment des sentiments de connexion à moi-même, mais au-delà de moi-même, à quelque chose de plus grand. Et ces moments-là ont été vraiment des moments imprégnés d'émotions très positives. À ce moment-là, je les pensais comme des moments de bonheur. Je vais vous donner une photo avec un petit peu plus d'espoir, un petit peu plus de connexion. Et donc ces moments de bonheur à travers la méditation ont vite été limités et perturbés. Il y a quelqu'un qui posait la question de la motivation à pratiquer la méditation. Je me suis vite posé la question, mais à quoi ça sert d'être heureux si les gens autour de nous sont malheureux? Alors j'écoutais quelqu'un qui disait, mais c'est finalement être heureux en étant entouré de gens malheureux, c'est un malheur comme un autre. Et donc cette idée-là du cheminement dans la méditation par rapport au bonheur a été vraiment un frein pour moi. Et la seule chose qui me reconnectait à ma pratique pendant les années qui ont suivi, ça a été ce sentiment de joie expérimenté dans la méditation. Un petit peu plus tard, en 2013, j'ai, à travers ma démarche de formation en psychothérapie, rencontré une approche qui s'appelle la Compassionate, non pas Compassionate Mind Foundation, c'est les thérapies focalisées sur la compassion. C'est une approche qui va donc utiliser la compassion dans la méditation. Et son fondateur s'appelle Paul Gilbert. Et donc je l'ai rencontré dans un petit atelier. S'il y en a qui sont formés au TCC, c'est le congrès de la FTCC à Paris. Il y avait une petite quinzaine de personnes, c'était pas traduit. Et à la fin de la journée, j'ai eu le sentiment que c'était vraiment ce qui manquait à ma pratique psychothérapeutique, ce qui allait me permettre de faire le lien entre ce que je faisais et ce que je pensais de ma pratique thérapeutique. Et donc je suis allée me former en Angleterre et à travers cette formation, j'ai appris, comme on l'a fait juste avant, à visualiser non pas une personne souriante, mais une forme d'idéal de compassion. À travers cette démarche de thérapie focalisée sur la compassion, on apprend à construire une image qui correspond aux besoins de recevoir de la compassion. La personne qui aurait l'image, mais aussi la posture, la sagesse, le ton de voix dont on a besoin dans les moments de souffrance. Et lorsque j'ai construit cet idéal de compassion, une question m'a brûlé les lèvres et à un moment, Paul Gilbert dit vous pouvez lui poser une question. Et donc je me suis dépêchée de lui poser cette question: comment fait-on pour être heureux lorsque les gens autour de nous sont malheureux? Et elle m'a répondu: la joie. D'une façon absolue, sans aucune hésitation, sans aucun doute. Alors c'était un petit peu surprenant parce que finalement, de trouver une réponse à une question en soi-même, c'est pas forcément la démarche habituelle. Mais cette réponse, elle est vraiment restée importante pour moi et elle a guidé la suite de mes recherches. Et je me suis rendu compte, un petit peu à la fois, que cette joie, c'était quelque chose qui avait marqué la pensée des plus grands chercheurs et des plus grands intellectuels de notre siècle, comme par exemple Spinoza, qui a décrit l'éthique comme quelque chose d'imprégné dans la joie, comme par exemple Darcia Narvaez, qui est une psychologue qui travaille sur les besoins primaires de l'être humain, et qui nous dit qu'un des besoins primaires de l'être humain, c'est de partager de la joie, ce qu'elle appelle la joie sociale. Ça peut être également en lien avec Spinoza, Damasio, qui est un neurologue et un psychologue, qui a donné des fondements neurologiques, neuroscientifiques à cette idée que les émotions et les émotions positives avaient un rôle prédominant dans l'intelligence humaine. Pour la psychanalyse, on peut trouver par exemple Erich Fromm,
qui éveille l'idée que finalement la foi peut être ancrée soit dans la peur, soit dans quelque chose de l'ordre de l'amour, et que quand notre foi est ancrée dans l'amour, elle est source d'ouverture et d'épanouissement. Alors, ensuite, il y a également des guides spirituels que vous connaissez sûrement, comme Thich Nhat Hanh, qui est un moine bouddhiste qui a beaucoup travaillé pour rendre accessible la méditation. Sans lui, on ne serait probablement pas là aujourd'hui à partager sur la méditation. Et Thich Nhat Hanh ancre énormément sa pratique de la méditation dans la joie. Également un catholique, Thomas Merton, qui est très connu aux États-Unis, qui a aussi exploré la méditation et qui parle beaucoup de la joie dans son travail. Alors, je vous ai beaucoup parlé de la joie. Là, vous avez la définition de la compassion. Mais finalement, qu'est-ce que la compassion ? Alors, vous avez la définition de Paul Gilbert qui nous dit que c'est une sensibilité à la souffrance des autres, mais aussi de nous-mêmes. Peut-être que vous commencez à être familier du terme d'autocompassion, le fait d'avoir de la compassion pour soi. Mais c'est également une motivation et un engagement à soulager et à prévenir cette souffrance. Si je vous donne un petit exemple, une petite illustration, si vous passez dans la rue et qu'une petite fille tombe, si elle est toute seule et qu'elle n'arrive pas à se relever, très probablement vous allez lui tendre la main pour l'aider à se relever. C'est un geste qui va être motivé par de la compassion. C'est quelque chose qui est ancré en nous depuis très petit. Les recherches montrent que dès les premiers mois de vie, on a cet instinct de compassion. Maintenant, je pense que beaucoup d'entre vous travaillent dans le soin. Là, on est dans un hôpital. La compassion, est-ce que ça a sa place dans un hôpital ? Si on se réfère à cette définition de soulager et prévenir la souffrance, on voit bien que quelqu'un qui va à l'hôpital, il y va pourquoi ? Il y va parce qu'il cherche à être soulagé d'une souffrance. On peut aller voir son médecin traitant parce qu'on veut prévenir une souffrance, faire des vaccins, etc. De l'autre côté, les soignants ont aussi cette motivation de soulager la souffrance de leurs patients. Maintenant, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de la compassion, mais penser cette compassion, c'est quelque chose qui aide à penser de nombreuses problématiques qui tournent autour du soin. Pour faire le lien entre la joie et la compassion, on peut dire que le fait de rentrer dans ce processus de compassion, libérer la souffrance, c'est quelque chose qui va aussi libérer de l'énergie et du coup créer une forme de joie. Là, ça vous est peut-être arrivé, je l'imagine et je l'espère, d'accompagner un patient qui est en souffrance au début de votre prise en charge, qui va mieux au fil des rendez-vous, des semaines, et à un moment de voir qu'il est libéré de sa souffrance, et peut-être de ressentir une joie d'avoir participé à ce processus. Cette joie, on va l'appeler la joie de la compassion. C'est quelque chose qui va être moteur de cette motivation de compassion. À l'inverse, le fait de pouvoir être vraiment présent avec la personne qu'on rencontre, c'est quelque chose qui s'ancre dans ce que j'appelle la joie sociale, le fait d'être capable de partager un moment, une attention, et cette joie va aussi aider à rentrer dans le processus thérapeutique. Peut-être il y a des trucs, peut-être vous avez vu, il y a des vidéos qui passent sur Facebook, etc., où on voit des médecins qui dansent avec leurs patients. Ils vont utiliser cette joie sociale pour faciliter l'engagement et l'alliance thérapeutique. Alors on n'est pas obligé de danser avec eux pour utiliser la joie sociale, mais c'est une forme un peu caricaturale. Pour continuer sur la question de la compassion et du milieu du soin, j'aime bien cette phrase de Mathieu Ricard qui dit que la compassion c'est une ressource illimitée. On a tendance à oublier que la compassion est une ressource, c'est une énergie.
Et c'est un problème de l'oublier parce que c'est quelque chose qui est difficilement budgétisable, quantifiable. Et à mon sens, cette difficulté-là à prendre en compte cette ressource de compassion, c'est une des sources d'une forme de compression du système soignant qui budgétise énormément de ressources, comme les ressources électriques, etc., etc., mais il n'y a pas forcément cet espace pour cette quantification de la compassion. Et on peut entendre parfois des soignants dire « mais je n'ai pas eu le temps d'être présent simplement ». Et on sait, il y a des recherches très claires qui montrent que le simple fait de donner la main à quelqu'un qui a mal, ça va générer une synchronisation cérébrale. Et cette synchronisation cérébrale va être un régulateur de la douleur. Mais le temps qu'on passe à donner la main à quelqu'un est difficilement quantifiable. Alors, je vous propose de laisser joie et compassion dans le jacuzzi quelques instants et de revenir un petit peu en arrière sur la méditation et la méditation comme façon d'entrer en relation. On disait tout à l'heure que finalement on parle beaucoup des effets bénéfiques de la méditation et je pense que c'est important de le dire, c'est important d'avoir conscience, c'est quelque chose qui peut nous bouleverser, nous changer très profondément jusque dans le fonctionnement de nos cellules. La génétique de nos cellules peut être modifiée par cette méditation. Et en même temps, c'est important de ne pas la conceptualiser comme une thérapie en soi. Mais comme un moyen. Entrer en relation, c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple. Pensez à la façon dont vous entrez en relation avec les gens qui sont autour de vous. On peut entrer en relation avec de l'amour, avec de la bienveillance, mais ce n'est pas toujours le cas. Bien souvent, on va rencontrer des tensions, des conflits, de la colère, du mépris, de la peur. Ces émotions-là, ces réactions-là qu'on a lorsqu'on entre en relation, elles vont possiblement être rencontrées dans l'expérimentation de la méditation. Et donc, c'est important d'avoir à l'esprit qu'on peut aussi expérimenter des choses difficiles dans la méditation. Et il commence à y avoir des chercheurs qui s'intéressent aux patients qui se sont sentis moins bien avec la méditation, parce qu'il y en a. Et ce n'est pas quelque chose de facile pour tout le monde de faire de la méditation. Il y a des patients qui vont, comme on le disait tout à l'heure, très facilement ramener cette idée d'objectif, de performance, et qui vont se sentir en échec dans l'accomplissement de ces objectifs, et éventuellement devenir critiques envers eux-mêmes, voire méprisants envers eux-mêmes. Et c'est important de pouvoir garder une possibilité d'en parler, de dialoguer, d'être ouvert à ça, parce que c'est aussi cette solitude de ces expérimentations-là qui va générer une plus grande souffrance. Alors, si je reviens un petit peu sur ce que j'évoquais au début, mes expériences personnelles de déconnexion, que a posteriori, avec ma formation de psychologue, j'étiquette comme des moments de dépression. Je dirais que c'est important de parler de ces sentiments que nous avons d'isolement, de déconnexion, parce que le fait de les aborder avec un sentiment de rejet ou de mépris, d'auto-mépris, voire de honte, c'est cette honte-là, ce mépris-là qui vont être à l'origine de la dépression. Et la dépression aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe de façon exponentielle, qui touche aussi le milieu médical. On n'en parle pas assez. Et c'est important qu'on puisse parler ouvertement, librement, du fait qu'il y a des moments où on est déconnecté des autres, on est déconnecté de nous-mêmes. Ça fait partie de notre expérience humaine. On est des êtres sociaux. On a un besoin fondamental d'interaction sociale et c'est OK de ne pas toujours être à 100% de tous nos besoins.
On ne peut pas toujours, parfois on a faim, parfois on est fâché, et parfois on se sent isolé, on peut ressentir des souffrances. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous parler de ces expériences de déconnexion pour favoriser et encourager chacun à parler de ces moments de solitude ou d'isolement. Alors, pour terminer, voilà, 3 références qui peuvent vous permettre d'approfondir un petit peu si vous êtes intéressé par ce côté méditation et compassion. Donc le livre de Christine Neff. Alors, je dis toujours le titre fait peur. Il parle pas d'amour en fait. La traduction n'est pas tout à fait juste. Il parle vraiment d'autocompassion. C'est un livre très riche, riche aussi d'expériences personnelles. Christine Neff a accompagné un enfant souffrant de troubles autistiques et donc elle parle aussi de ses difficultés et comment l'autocompassion a pu l'accompagner. Christopher Germer, qui est un brillant psychologue qui a travaillé avec les psychologues les plus reconnus dans la méditation. Et le livre de Paul Gilbert, écrit avec Shoden, qui est un moine bouddhiste. Voilà. Je vous remercie et je vous invite à poser vos questions si vous en avez. Oui, tu as parlé de l'impact de la compassion sur les cellules génétiques. Enfin bon, c'était, t'as pas eu le temps de développer, bien sûr. Est-ce que il y a des choses qui ont été faites sur l'épigénétique et la méditation de compassion, par exemple? Est-ce que ça a été fait sur d'autres processus méditatifs, mais... Spécifiquement sur la méditation de compassion, je ne saurais pas répondre. À voir, à explorer. Je sais que ça a été fait par rapport à la méditation. Il y a énormément de recherches autour de la méditation, autour de la compassion. Donc j'ai pas connaissance de la limite des recherches par rapport à ça. Je me permets de répondre. En fait, il y a tout récemment Tania Singer en Allemagne qui a mené une étude sur 2 ou 3 ans en expérimentant différents types de méditation, la mindfulness et la méditation compassionnelle, avec des exercices pour développer la compassion. Et en fait, ils ont montré que c'est dans le groupe de méditation compassionnelle que les effets sur l'inflammation et la télomérase étaient les plus significatifs. Hein. Donc, alors après, c'est une des premières études qui s'intéresse comme ça à faire des distinctions entre les différents types de méditation, mais on a un peu l'idée que c'est là que ça se joue. Et d'ailleurs, dans le mindfulness, on est en train de réintroduire de ce fait-là des exercices de méditation compassionnelle pour être plus efficace. Merci. Travail d'équipe. Oui, juste pour témoigner, ce que vous venez de dire, c'est que par rapport à comment j'ai vécu donc ces 3 moments de méditation depuis ce matin, pour ma part, hein, je parle pour moi bien évidemment, cette méditation de la compassion m'a beaucoup plus remplie au niveau du cœur, au niveau de l'énergie, ça m'a fait plus de bien. Voilà, je le dirais de cette façon-là. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir vos avis à vous, les autres. Voilà, je voulais témoigner de cela. Moi, je voulais juste témoigner de la part des autres.
Moi aussi, j'ai vraiment ressenti le côté ça remplit et on peut pas. Moi, j'ai même pas pu m'empêcher de sourire. Alors que on peut être un peu fatigué, s'être levé tôt, etc. Et d'un seul coup, juste d'arriver à réactiver la bienveillance de cette personne et son sourire, et en plus d'être allé dire ah, regarde quelle forme a son sourire et est-ce que ses yeux. On était vraiment avec l'image qui. Et du coup, ça envahit juste tout seul. On n'avait juste rien d'autre à faire. Et ça, c'était vraiment. Je trouvais ça assez puissant parce que ça prenait 5 minutes et ça, dans les périodes de coups de mou, ça peut vraiment faire du bien. Et merci aussi pour le partage. Alors, juste pour revenir du coup sur l'intérêt effectivement émotionnel de cet exercice, justement il a été conçu pour utiliser la joie sociale pour faciliter aussi la peur que peut générer ce type d'exercice. On l'a entendu plusieurs fois, plusieurs personnes qui disaient avec les enfants ça peut être difficile, il peut y avoir une agitation. Avec les adultes aussi ça peut être difficile de rentrer dans la relaxation, dans la méditation, de se poser, d'être face à ses propres pensées, etc. Donc l'idée c'est de faciliter cette rentrée. Donc vous pouvez, même si vous avez une pratique qui est plus sophro ou plus voilà, relaxation, dire tiens je vais juste prendre cet élément-là et activer cette émotion de joie sociale pour faciliter l'entrée dans l'exercice et aider la personne à réguler sa peur de faire cet exercice nouveau et inconnu. En fait, moi, je pensais à une étude que j'avais vue un petit moment où on prenait des sujets qui étaient âgés, des sujets jeunes, etc. On leur demandait des mots afférents, par exemple, à la jeunesse, à la vieillesse, pour activer certains stéréotypes. Et ce qu'on voyait, c'est qu'après, quand on leur faisait faire des tâches cognitives, etc., et ben pour ceux chez qui, même chez les sujets âgés, où on avait activé les stéréotypes un peu de la jeunesse, il y avait une augmentation de la vitesse de traitement, de choses comme ça. Et chez les sujets qui étaient jeunes, où on activait les stéréotypes de la vieillesse, etc., il y avait un impact sur, pareil, le traitement qui était ralenti, des choses comme ça. Et en fait, je fais un lien avec ce que nous, on vient de faire avec vous, où j'ai l'impression qu'aussi, on active quelque part, pas forcément certains stéréotypes, mais on active des choses sur le plan neuronal, etc., qui font qu'on va ressentir autrement et que ça va amener des choses positives. Enfin, c'est des choses que j'ai pu remarquer, même moi. Parfois, je faisais des temps de méditation. C'est vrai qu'on active quelque chose et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir comprendre un petit peu mieux ce qu'on active. Quand on est dans la performance, quand on a un objectif spécifique, on va activer un système de récompense plus basé sur la dopamine et on n'est pas du tout dans le même système neuronal que lorsqu'on va travailler sur la joie sociale, où on va plus aller activer tout ce qui est de l'ordre du lien affectif, donc avec tout ce qui est de l'ordre de l'ocytocine, de l'endorphine, etc., qui sont, alors je le dis comme ça hein, de façon un peu légère, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est vraiment pas les mêmes circuits neuronaux qui sont engagés quand on va activer ces différents processus. Et effectivement, le but, c'est de préparer quelque chose, et notre cerveau, lorsqu'il est activé dans cette joie, il ne va pas du tout fonctionner de la même manière que lorsqu'on est sur un objectif spécifique. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... Bonjour. Bonjour. Ma question va peut-être paraître curieuse. Tout à l'heure, lors de l'exercice où il était important de visualiser quelqu'un de bienveillant et a priori de positif, pour une raison que je ne m'explique pas, j'ai effectivement visualisé quelqu'un de bienveillant et de positif. Et cela m'a rendu triste, car c'est une personne qui me manque. Et j'imagine que je ne dois pas être la seule. Et ma question est la suivante. Si on a en face de nous quelqu'un de fragile ou encore en deuil, en quoi cette méditation peut-elle être finalement plus délétère que positive ? C'est une très bonne question, très, très importante. Et je vous remercie de partager cette émotion que vous avez ressentie. Je pense que vous avez décelé qu'effectivement, il y a un processus qui peut être clé dans le travail de deuil, qui est la tristesse.
J'ai l'habitude de dire que la tristesse, c'est la même émotion que l'amour. Et donc c'est la même que la joie sociale qu'on vient de partager. Elle s'active quand on est séparé de quelqu'un pour lequel on ressent de l'amour. Et donc le processus sous-jacent, c'est exactement le même. Et j'ai développé une deuxième méditation qui n'est pas pour l'instant diffusée, mais qui travaille justement sur ces deux processus-là, sur le fait d'accueillir la tristesse en accentuant le sentiment de connexion pour accompagner le travail de deuil. Donc c'est pas quelque chose qui va être délétère, mais c'est quelque chose auquel il faut se reconnecter, qu'il faut accompagner. Et effectivement, la tristesse est inévitablement en lien avec la joie sociale. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on en a tellement peur et que c'est si compliqué d'aborder ces émotions de joie partagée. Donc, merci pour votre question. Elle n'est pas du tout curieuse, elle est très intéressante, très importante. Donc voilà, sur la peur de la tristesse, on va terminer. C'est moi, j'ai le micro. J'ai une question qui doit brûler quand même dans la bouche de pas mal de soignants ici. On l'avait abordée, nous, en équipe, mais j'aimerais que vous puissiez nous en dire un mot. L'empathie et la compassion. C'est une question qu'on me pose toujours, qui est évidente, qui est importante. On pourrait penser que c'est la même chose, en regardant les choses un petit peu de loin. Conceptuellement, la différence, c'est la motivation. C'est-à-dire que l'empathie, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la compréhension. On comprend le vécu émotionnel de la personne, soit à un niveau émotionnel, soit à un niveau cognitif, intellectuel. Mais ça ne nous dit pas la motivation dans laquelle on va aborder cette souffrance. Par exemple, si je prends un contre-exemple, une situation où il va y avoir une motivation de compassion, mais peut-être pas d'empathie, par exemple un chirurgien. Lorsqu'il opère, il ne va pas être dans l'empathie avec la souffrance de son patient. On sait qu'il va y avoir une inhibition de la perception de la douleur, et pour autant, il est bien dans de la compassion, parce que ses actions vont viser à libérer la souffrance, peut-être même lui sauver la vie. À l'inverse, on peut tout à fait être dans une motivation, être dans de l'empathie, on peut percevoir la souffrance de quelqu'un dans une motivation de nuire, par exemple. On peut utiliser la compréhension intellectuelle de la souffrance de l'autre pour lui nuire davantage. À l'extrême, la torture, voilà. Donc, après la tristesse, on va terminer sur la torture. Peut-être quelqu'un a une suggestion positive. Une dernière question, peut-être pour éviter de finir sur la torture. Si... Peut-être ça ouvre l'appétit à certains, je ne sais pas. Game of Thrones sort bientôt. Comme quoi, c'est stimulant, hein, quand même, la torture. Oui, je voulais simplement partager comment moi je vis la différence, parce que je le sens dans mon corps, la différence entre l'empathie et la compassion. Quand je suis en empathie, je suis vraiment en résonance avec ce que vit l'autre. Et s'il vit quelque chose de dur, j'ai un écho intérieur qui fait que je vis quelque chose de dur et je m'épuise aussi à côté. Alors que quand je suis en compassion, je suis totalement connectée à l'autre. Je comprends sa souffrance, mais pour autant, je ne la vis pas intérieurement. Et il y a aussi un effet protecteur et d'accompagnement durable qui se fait aussi en étant en compassion et pas en empathie. Je vous remercie, c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Et Mathieu Ricard et Tania Singer, dont on parlait tout à l'heure, proposent du coup, pour mieux discriminer tout ça, d'utiliser le terme de contagion émotionnelle. Quand vous dites « je ressens à l'intérieur de moi l'émotion de l'autre », finalement, effectivement, ça, c'est pas le processus de la compassion. Ça peut être à un moment donné, mais la compassion, c'est quelque chose qui va jusqu'à la libération de la souffrance. Mais le fait de ressentir l'émotion de l'autre comme ça, hein, comme un peu une intrusion, c'est aujourd'hui on parle de contagion émotionnelle pour vraiment discriminer encore un peu mieux ce processus-là. Donc merci. Merci beaucoup Isabelle Leboeuf et puis merci à vous.